Par une nuit pluvieuse à Raleigh, un dîner de famille se transforme en sentence lorsqu'Ethan invite son ex-petite amie à table et humilie Nora devant elle et devant leur propre fils, persuadé que sa femme restera silencieuse comme à son habitude. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce soir-là, Nora laissera son alliance, prendra son fils et disparaîtra par la porte arrière. Ce qui s'ensuit est une histoire de trahison, de mensonge, d'argent volé, de justice implacable et d'une femme qui reconquiert sa dignité pièce par pièce. Et croyez-moi, vous n'arriverez pas à imaginer la fin avant de plonger ensemble dans cette histoire. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et à quelle heure vous nous écoutez. La pluie tombait doucement sur Raleigh cette nuit-là, tapotant les vitres de la maison tels des doigts fatigués. À l'intérieur, la lumière dorée de la lampe de la salle à manger faisait briller les assiettes en porcelaine, les verres à vin et le poulet rôti au romarin que Nora Whittaker avait préparé après 9 heures passées au bureau. Il y avait de la purée de pommes de terre, des haricots verts au beurre, des petits pains chauds et une tarte aux pommes qui refroidissait dans la cuisine. Tout respirait la chaleur d'un foyer. Tout semblait digne d'une photo de famille. Mais Nora savait qu'une maison pouvait paraître magnifique et être pourtant pleine de fissures invisibles. Ethan arriva en retard, comme toujours. Il n'entra pas seul. À ses côtés se trouvait Brielle Carson. Nora la reconnut immédiatement. L'ex-petite amie d'Ethan, 28 ans, des cheveux blonds parfaitement ondulés, un manteau crème, des lèvres rouges, un petit sourire dangereux. Elle avait l'air d'une femme qui n'hésitait jamais avant d'entrer dans une pièce qui ne lui appartenait pas. Ethan posa ses clés sur la table de l'entrée et dit avec un naturel offensant « Brielle était dans le coin pour revoir des croquis. J'ai pensé qu'il serait sympa de l'inviter à dîner. » Nora sentit quelque chose s'enfoncer lentement dans sa poitrine, mais elle sourit pour Miles. Son fils de 5 ans était assis à table, balançant ses jambes sous la chaise, heureux parce qu'il y avait des petits pains ce soir-là. « Bien sûr, » dit Nora, « il y a assez à manger. » Ethan sourit, mais pas à elle. Il sourit à Brielle. Pendant les premières minutes, Nora essaya de se convaincre qu'elle pouvait le supporter. Elle servit les assiettes. Elle remplit le verre de mille. Elle posa des questions sur le travail de Brielle. Elle fit ce que tant d'épouses font lorsqu'elles sentent l'humiliation approcher. Elle tenta de masquer sa douleur sous de bonnes manières. Mais Ethan n'avait pas amené Brielle pour dîner. Il l'avait amenée comme un miroir cruel. « Brielle vient de décrocher un autre gros contrat, » dit Ethan en coupant son poulet. « Elle a une énergie impressionnante. Elle prend toujours soin d'elle. Elle présente toujours bien. C'est important. » Nora leva les yeux. « Je suis contente pour toi, » dit-elle à Brielle. Brielle pencha la tête avec une fausse douceur. « Merci. » Bien que je pense que quand une femme le veut, elle trouve toujours le temps de se faire belle. C'est une question de priorité. La fourchette de Nora resta immobile au-dessus de son assiette. Ethan laissa échapper un petit rire. « Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Nora travaille beaucoup, certes, mais parfois on dirait qu'elle a oublié d'être une femme. » Un silence s'installa dans la salle à manger. Mill regarda sa mère, confus. Nora sentit la chaleur lui monter au cou. « Ethan, » dit-elle à voix basse, « ne fais pas ça devant Miles. » Il s'adossa à sa chaise, comme si elle venait de confirmer tout ce qu'il voulait prouver. « Tu vois, on ne peut rien lui dire. Tout est une attaque. J'essaie juste de l'aider. » Brielle but une gorgée de vin. Son regard parcourut Nora, de son pull gris jusqu'à ses mains fatiguées. « Je ne pense pas qu'Ethan veuille te blesser, dit-elle. Je pense simplement qu'il a besoin de quelqu'un qui l'inspire. Il y a des hommes qui sont nés pour vivre de grandes choses. » Ces mots furent pires qu'une insulte, parce qu'ils ne sonnaient pas comme de la colère. Ils sonnaient comme une sentence. Nora regarda la table. Le poulet qu'elle avait acheté, la maison qu'elle aidait à payer, les bougies qu'elle avait allumées pour rendre la soirée chaleureuse. Tout ce qui lui appartenait était utilisé comme décor pour l'effacer. Ethan montra son assiette du doigt. « En plus, regarde ça. Du pain, des pommes de terre, de la tarte aux pommes. Après, tu te demandes pourquoi tu es toujours fatiguée. Nora respira lentamente. J'ai travaillé toute la journée, j'ai faim. Tu as toujours une excuse, répondit-il. Brielle dirige une entreprise et pourtant elle prend soin d'elle. Toi,
Tu rentres à la maison comme si le monde te devait de la compassion. Le bruit du couteau contre l'assiette parut trop fort. Dehors, la pluie frappait les vitres. À l'intérieur, Nora écoutait son mariage se faire détruire avec le sourire. Brielle toucha le bras d'Ethan. « Tu es trop patient, murmura-t-elle. » Ethan la regarda avec une tendresse que Nora ne se souvenait plus avoir reçue. « C'est peu être ça, mon problème. » Quelque chose en Nora n'explosa pas. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle s'éteignit, tout simplement. Une part d'elle-même, celle qui espérait encore des excuses, mourut en silence. Ethan leva son verre. Nora apporte la tarte. Brielle en mangera peu, être un petit morceau, même si elle a de la discipline. Nora se leva. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Dans la cuisine » répondit-elle. Mais elle n'alla pas dans la cuisine. Elle marcha dans le couloir, loin des rires, loin de la lumière dorée, loin de la femme qui était assise à sa place émotionnelle, sans en avoir payé le prix. Elle monta les escaliers et entra dans la chambre. Elle sortit une petite valise du fond du placard. Ses mains étaient fermes. Elle y rangea des documents, des vêtements, son ordinateur, l'inhalateur de Mills, un peu d'argent liquide et les clés de la voiture. Puis elle alla dans la chambre de son fils. « Maman » murmura Mills, à moitié endormi. Nora l'enveloppa dans sa couverture bleue. « On va dans un endroit calme, mon chéri. » Avant de partir, elle retourna dans la cuisine. Elle retira son alliance et la déposa dans un bol blanc, à côté de la carte de crédit secondaire d'Ethan. Un autre éclat de rire provint de la salle à manger. Nora ouvrit la porte de derrière. La nuit était froide. La pluie effleura son visage comme une triste bénédiction. Elle attacha Mills dans son siège, alluma le moteur et regarda une dernière fois la maison illuminée. Ethan riait encore. Il ignorait que sa femme avait déjà disparu. Nora n'alla pas dans la cuisine. Ses pas avancèrent dans le couloir avec un calme qui ne semblait pas être le sien. Derrière elle, dans la salle à manger, Ethan continuait de rire avec Brielle. Ce rire remplissait la maison comme de la fumée. Il montait le long des murs, se glissait sous les portes, salissait les coins, où Nora avait un jour cru que l'amour vivait. En arrivant dans la chambre, elle ferma la porte sans faire de bruit. Pendant une seconde, elle resta immobile dans l'obscurité. Le lit était parfaitement fait. Sur la commode se trouvait une photo de leur mariage. Ethan avec son sourire confiant, Nora dans une robe blanche, les yeux pleins d'espoir. La jeune femme sur cette photo semblait être une étrangère. Une femme qui ne savait pas encore ce qu'il en coûtait d'aimer quelqu'un qui ne savait que recevoir. Nora alluma la petite lampe. La lumière jaune tomba sur ses mains. Elle ne tremblait pas. Elle sortit une valise noire du fond de l'armoire. Elle l'avait achetée quelques mois plus tôt lors d'un voyage d'affaires à Charlotte. À ce moment-là, elle s'était dit qu'elle était pratique, qu'elle en avait besoin pour des conférences. Mais dans un coin secret de son cœur, elle connaissait déjà la vérité. Il y a des objets que l'âme achète avant que l'esprit n'ose se décider. Elle ouvrit la valise sur le lit. Elle y rangea d'abord les documents importants. Passeport, acte de naissance, papier d'assurance maladie, un dossier contenant des relevés bancaires. Puis son ordinateur portable, un chargeur, un peu d'argent liquide caché dans une boîte à chaussures, les médicaments de Mills et 2 tenues de rechange pour eux deux. Pendant qu'elle pliait un sweat de son fils, elle entendit la voix de Brielle en bas. « Ta maison a beaucoup de potentiel, Ethan. Elle a juste besoin d'une autre énergie. » Ethan répondit par un petit rire grave. « Je sais. Crois-moi, je le sais. » Nora ferma les yeux. Sa maison, la maison pour laquelle elle avait payé l'apport initial, la maison où elle avait peint la chambre de Mills de ses propres mains, la maison où elle avait dormi tant de nuits, aux côtés d'un homme qui la touchait de moins en moins et la jugeait de plus en plus. Il parlait déjà comme si elle était un vieux meuble qu'ils allaient bientôt mettre à la rue. C'est alors que la décision cessa de faire mal. Elle devint évidente. Nora marcha jusqu'à la chambre de Mills. La porte était entr'ouverte. Le garçon s'était endormi en serrant son dinosaure bleu contre sa poitrine. Son petit visage reposait sur l'oreiller avec une innocence qui lui déchira l'âme. Elle s'assit près de lui et lui caressa les cheveux. « Mills » murmura-t-elle. Le petit ouvrit à peine les yeux. « Maman, nous devons partir, mon chéri. »« Maintenant ?»« Oui, on va chez grand-mère June. » Mills cligna des yeux, confus, mais ne pleura pas. Peu,
Être que les enfants comprennent plus de choses que les adultes n'osent en dire. Peu, être avait-il lui aussi senti que cette maison ne respirait plus très bien. Nora l'enveloppa dans sa couverture bleue, celle qu'il utilisait quand il avait peur des orages. Elle le prit dans ses bras et sentit son poids chaud contre sa poitrine. Ce poids la soutint. Elle ne fuyait pas seule. Elle sauvait la seule chose pure qui restait dans sa vie. Elle descendit par l'escalier à l'arrière. Chaque marche craquait doucement sous ses pas. Dans la salle à manger, Ethan disait quelque chose à propos de la discipline, du succès et des femmes qui ne se laissent pas aller. Brielle laissa échapper un bref éclat de rire. Nora posa la valise près de la porte de la cuisine. Puis elle s'approcha du petit bol blanc qui se trouvait sur le plan de travail. C'est là qu'Ethan laissait ses clés, des reçus froissés et de la petite monnaie. Elle retira son alliance. L'espace d'un instant, le métal resta coincé sur son doigt, comme s'il refusait lui aussi d'accepter la fin. Nora tira doucement jusqu'à s'en libérer. Elle la regarda dans la paume de sa main. Elle était petite, brillante, presque innocente. Combien de promesses pouvaient tenir dans un cercle si froid? Elle la déposa dans le bol. À côté, elle laissa la carte de crédit supplémentaire d'Ethan, qu'elle avait déjà bloquée depuis son téléphone. Elle ne laissa pas de mots, ce n'était pas nécessaire. Pendant des années, elle s'était trop justifiée. Ce soir-là, son silence serait sa seule lettre. Elle ouvrit la porte arrière. L'air froid la frappa au visage. Une pluie fine tombait sur le patio, éclairée par la lampe extérieure. Nora marcha jusqu'à la voiture avec Mills endormi dans ses bras. Elle l'installa dans son siège auto, attacha sa ceinture et couvrit ses jambes avec la couverture. Ensuite, elle mit la valise dans le coffre et s'assit au volant. Avant de démarrer le moteur, elle regarda la maison. Par la fenêtre de la salle à manger, on voyait Ethan penché vers Brielle, lui servant encore du vin. Il ne regardait pas vers la cuisine, il ne la cherchait pas. Il ne savait pas que sa femme, son fils, son argent et sa patience venaient de sortir par la porte de derrière. Nora démarra la voiture et s'engagea sur la route. Les premières minutes, elle ne pleura pas. Elle serra simplement le volant pendant que les lumières de la ville se transformaient en lignes floues sur le pare-brise. Mill dormait en silence. Les essuie-glaces allaient et venaient comme un triste métronome. 20 minutes plus tard, le téléphone vibra. « Ethan !» Nora ne répondit pas. Puis un message arriva. « La carte a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait passer pour un idiot. » Nora regarda l'écran à peine une seconde. Il ne demandait pas où elle était. Il ne demandait pas des nouvelles de Mill. Il ne demandait pas s'ils allaient bien. Un autre message apparut. « Arrête de jouer la victime. » Brielle et moi voulions juste recommander une bouteille. Nora laissa échapper un rire sec, presque sans un bruit. Puis elle éteignit son téléphone. La route vers Asheville s'ouvrit devant elle, sombre, longue, mouillée. Il y avait plus de 200 miles, mais pour la première fois depuis des années, chaque mille l'éloignait de la peur. À 2h17 du matin, elle arriva chez ses parents. La lumière du porche s'alluma avant même qu'elle ne se gare. June ouvrit la porte dans une robe de chambre en laine, le visage pâle, les yeux remplis d'une compréhension ancienne. Nora descendit de voiture avec Mills dans les bras. « Mom !» dit-elle en anglais, car dans les moments où l'on est le plus brisé, on revient à la langue de l'enfance. « I left him. » June ne demanda aucune explication. Elle ouvrit simplement les bras, et Nora, qui n'avait pas pleuré sur la route, s'effondra enfin sur le seuil d'une maison où personne n'allait la comparer à une autre femme. Le lendemain matin, Nora se réveilla au bruit d'une vieille cafetière et à l'odeur du pain grillé. Pendant quelques secondes, elle ne se rappela plus où elle était. Puis elle vit les rideaux à fleurs de la chambre d'amis de sa mère, la valise ouverte sur le sol et les petites chaussures de Mill près du lit. Ce n'était pas un cauchemar. Elle avait quitté Ethan. Le silence de la maison de ses parents était différent du silence de son mariage. Ce n'était pas un silence lourd, plein de menaces cachées. C'était un silence chaleureux avec le grincement du parquet, le chant lointain d'un oiseau et la voix basse de June dans la cuisine. Nora se leva doucement pour ne pas réveiller Mills. Le petit dormait, en serrant son dinosaure bleu, la couverture remontée jusqu'au menton. Sur son visage, il n'y avait ni culpabilité, ni peur, seulement de la fatigue. Nora prit son téléphone sur la commode. Elle l'avait allumé à peine quelques minutes plus tôt pour prévenir son bureau qu'elle prenait un jour de congé.
L'écran s'affola. 53 appels manqués. Des messages d'Ethan, des messages de Marianne, des messages de numéros qu'elle ne connaissait pas, des notifications de Facebook, Instagram, TikTok. Son cœur se mit à battre la chamade. Tout en haut, il y avait un message de son amie Paige. « Nora ne répond à personne, mais il faut que tu vois ce qu'Ethan a publié. » Nora ouvrit Instagram avec des doigts glacés. La vidéo comptait déjà des milliers de vues. Ethan apparaissait assis dans la chambre de Miley, dans la maison de Raleigh. Il avait les cheveux en bataille, la barbe mal rasée, les yeux rouges. Dans ses mains, il tenait le dinosaure de rechange que Miley laissait sur son lit. La lumière était parfaitement placée, douce et triste, comme si quelqu'un avait mis en scène la situation. « Hier soir, ma femme a disparu avec mon fils, » disait Ethan, la voix brisée. « Je ne sais pas où ils sont. Je suis terrifiée. Nora a été très instable ces derniers temps, jalouse, paranoïaque. Inventant des choses sur une collègue de travail, j'ai essayé de l'aider, mais elle a pris notre fils et est partie au beau milieu de la nuit. » Nora eut la nausée. Une collègue de travail. Pas une ex-petite amie, pas une femme assise dans sa salle à manger, touchant le bras de son mari, pas Brielle, riant pendant qu'Ethan l'humiliait. Ethan baissa la tête devant la caméra. « Je veux juste savoir que Miles est en sécurité. S'il vous plaît, si quelqu'un sait quelque chose, dites-le-moi. Je suis un père désespéré. » Sous la vidéo, les commentaires s'enflammaient. « Pauvre homme, les femmes peuvent être si cruelles. » Appelle la police. C'est un enlèvement. Et puis, Nora vit le commentaire épinglé de Brielle. J'y étais. Nora n'avait pas un comportement normal. Nous sommes tous inquiets pour Miley. La pièce sembla tanguer. Nora s'assit au bord du lit. La colère n'arriva pas en premier. Ce fut d'abord l'incrédulité. Ce sentiment terrible de voir quelqu'un vous voler non seulement votre argent ou votre maison, mais aussi votre réalité. Ethan était en train de réécrire la nuit précédente devant tout le monde. L'appel de Marianne arriva à cet instant. Nora fit l'erreur de répondre. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria la mère d'Ethan avant même que Nora ne puisse parler. « Mon fils est anéanti. Comment oses-tu emmener Miles comme une folle ?» Nora ferma les yeux. « Marianne Ethan a invité Brielle à dîner. Il m'a humiliée devant elle et devant mon fils. Je n'ai enlevé personne. Je suis partie pour protéger Miles. » « Toujours aussi dramatique, » cracha Marianne. « Ethan a dit que tu inventes une liaison parce que tu ne supportes pas qu'il ait des amis qui réussissent. Une épouse digne de ce nom n'abandonne pas son foyer par jalousie. Une épouse digne de ce nom ne devrait pas non plus financer la trahison de son mari, » répondit Nora, presque à bout de souffle. « Rends-moi mon petit-fils ou nous appellerons la police. » L'appel se coupa net. Nora posa le téléphone sur le lit. Ses mains tremblaient maintenant. Pas par culpabilité, mais à cause de la clarté brutale avec laquelle elle réalisait l'ampleur de la guerre, Ethan n'allait pas pleurer de l'avoir perdue. Il allait la punir d'être partie. Dans la cuisine, June la trouva toute pâle. « Ma chérie, que s'est-il passé ?» Nora lui montra la vidéo. Walter s'approcha depuis la porte, tenant toujours sa tasse de café à la main. À mesure qu'Ethan parlait à l'écran, le visage du vieux pompier se durcit. « Ce garçon ne souffre pas, » dit Walter. « Il joue la comédie. Nora acquiesce lentement. Il veut que tout le monde croie que je suis instable. S'il y parvient, il peut se battre pour la garde. Il peut dire que Miles a besoin de rester avec lui. » June regarda vers le jardin où Miles se promenait avec son grand-père parmi les mangeoires à oiseaux. Mais Ethan ne s'occupait presque jamais de Miles tout seul. « Il ne veut pas de Miles, » dit Nora. Cette phrase brisa quelque chose en elle. Il veut l'argent qu'il peut obtenir en se servant de Miles. La cuisine plongea dans le silence. Alors Nora ouvrit son ordinateur portable. Elle se connecta d'abord aux comptes bancaires, puis aux cartes de crédit. Ensuite aux dossiers fiscaux partagés. Ligne par ligne, elle commença à voir le schéma. Des hôtels à Charleston, des dîners dans des restaurants chers, une bijouterie à Wilmington, un spa de luxe à Miami, le tout étiqueté comme frais de représentation, marketing immobilier ou préparation de propriété. Mais Nora connaissait ces dates. Pour plusieurs d'entre elles, Ethan avait dit qu'il avait des réunions jusque tard le soir. Pour d'autres, Brielle avait publié des photos avec des coupes de champagne, des fleurs, des chambres d'hôtel et des phrases sur le fait d'être traitée comme une reine.
Nora ouvrit un autre document, un virement de 35 000 $ depuis leur compte d'investissement commun. Destinataire, Carson Interiors Consulting. Le nom de Brielle. Nora cessa de respirer pendant une seconde. Il ne l'avait pas seulement trompée. Il ne l'avait pas seulement comparée à sa maîtresse à sa propre table. Ethan s'était servi de l'argent de Nora pour bâtir un décor à Brielle. June se couvrit la bouche avec la main. Walter murmura un mot dur, bas, fatigué. Nora regarda l'écran. L'humiliation de la veille n'était plus seulement une blessure émotionnelle. C'était une preuve, c'était une facture. C'était une histoire écrite avec des chiffres. Elle leva les yeux. « Je ne vais pas me disputer sur Internet, dit-elle. Je ne vais pas pleurer devant une caméra pour rivaliser avec son mensonge. Wouter demande. Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Nora ferma un dossier, en ouvrit un autre et commença à télécharger les relevés de compte. « Je vais tout prouver. » À l'écran, une ligne de virement brillait comme une cicatrice. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Raleigh, Nora ne se sentit pas traquée. Elle se sentit prête. Le bureau de Grace Holloway se trouvait au 6e étage d'un immeuble en verre dans le centre-ville d'Asheville. Depuis la fenêtre, on apercevait les montagnes Blue Ridge, couvertes d'une brume bleutée qui semblait paisible, presque sacrée. Mais à l'intérieur de ce bureau, sur une table en noyer foncé, la vie de Nora était étalée dans des dossiers, des relevés de compte, des emails imprimés et des documents qui fleuraient l'encre fraîche et la trahison ancienne. Grace n'était pas du genre à gaspiller ses mots. Elle avait la quarantaine, les cheveux noirs tirés en un chignon bas et de fines lunettes qui lui donnaient des airs de professeur strict. Elle examina les documents pendant plusieurs minutes sans dire un mot. Nora resta assise face à elle, les mains entrelacées sur ses genoux, tandis que June et Walter attendaient en silence à ses côtés. Enfin, Grace leva les yeux. « Ce n'est pas seulement une infidélité, Nora. » Nora déglutit. « Qu'est-ce que c'est alors ?» De l'abus financier, de la manipulation émotionnelle, une possible fraude bancaire. Et si ces documents ont été signés sans ton consentement, de la falsification de signature. Le mot falsification tomba dans la pièce avec la lourdeur d'une pierre. Nora sentit l'air se raréfier. Elle était venue ici en pensant parler de divorce, de garde d'enfants, de la façon de diviser légalement une vie brisée en deux. Mais chaque document semblait révéler quelque chose de plus sombre, quelque chose de calculé. Grace fit glisser un document vers elle. Ce prêt professionnel de 80 000 $. Tu le reconnais ? Nora regarda la signature numérique au bas de la page. Son nom y figurait, son adresse, son numéro de sécurité sociale. La signature ressemblait à la sienne, mais il y avait une certaine raideur dans les courbes, comme une imitation répétée un peu trop souvent. « Je n'ai pas signé ça. » Grace ne sembla pas surprise. L'argent a été approuvé il y a 4 mois. Officiellement, c'était pour investir dans une propriété qu'Ethan disait vouloir acheter, rénover et revendre. Mais il n'y a pas d'achat de propriété, pas d'acte de vente, pas de permis de construire. Où est-il passé alors ? Grace tourna une autre page, une partie pour rembourser des cartes de crédit, une autre pour des locations de voitures, une autre encore pour des hôtels, et un montant considérable versé à Carson Interior Consulting. June ferma les yeux. Brielle. Nora regarda le nom de l'entreprise. Carson Interior Consulting. Cela lui paraissait presque élégant, un nom propre pour une salle à faire. Grace continua. Ton mari n'a pas seulement dépensé de l'argent pour elle, il semblerait qu'il ait utilisé ton crédit pour financer son entreprise. Walter se pencha en avant. Sa voix était basse, grave. Cet homme a volé ma fille pour impressionner sa maîtresse. Nora ne pleura pas. Elle avait déjà trop pleuré sur le pas de la porte de ses parents. À cet instant, elle ressentit quelque chose de différent, un froid qui lui montait de l'estomac jusqu'à la gorge. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une lucidité cruelle. « C'est moi qui payais les factures, dit-elle lentement. C'est moi qui gérais le budget du foyer. Mais je me fiais au libellé qui l'indiquait. Frais de représentation, marketing, mise en valeur des biens. Je croyais qu'il bâtissait sa carrière. » Grace la regarda avec une dureté empreinte de compassion. « Il savait exactement quels mots j'utilisais pour que tu ne poses pas de questions.
Cette phrase ouvrit une porte dans l'esprit de Nora. Elle se souvint d'Ethan, lui embrassant le front tout en lui disant qu'elle était le cerveau de la famille. Elle se souvint qu'il l'appelait « mon génie des chiffres » à chaque fois qu'il avait besoin de son accord pour un paiement. Elle se rappela les soupirs, les reproches, la façon dont il transformait le moindre doute en preuve de son manque de soutien. Ce n'était pas de l'amour maladroit, c'était de la stratégie. Grace sortit un dossier bleu. Il y a autre chose. Nora sentit son cœur hâter un battement. Grace pivota son ordinateur portable vers elle. Sur l'écran s'affichaient des images de décoration d'intérieur. C'étaient des modélisations numériques de sa propre maison. Le salon avec d'autres meubles, la cuisine avec de nouveaux luminaires. Le bureau de Nora transformé en un élégant studio aux murs ivoires et aux étagères remplis d'échantillons de tissu. Dans le coin du fichier figurait un nom, Brielle Carson. Nora s'approcha de l'écran. « C'est mon bureau ». Grace acquiesça. « Et regarde ça ». Elle passa à l'image suivante. La chambre de Miles, la chambre avec des étoiles au plafond et des rideaux bleus, avait été transformée en un salon pour les invités. Un canapé blanc, une table basse, pas un seul jouet. Pas de dinosaure, aucune trace d'un enfant. Nora porta la main à sa poitrine. Il n'en voulait pas qu'à mon argent. Sa voix était faible, mais ferme. Il voulait ma vie. Pendant un instant, personne ne parla. Dehors, la ville continuait de s'agiter. Les voitures, les feux tricolores, les passants traversant la rue, un café à la main. Le monde ne s'arrêtait pas de tourner pour une femme qui découvrait que son mariage avait été pillé, pièce par pièce. Grace ferma l'ordinateur. Nous avons plusieurs options. Nous pouvons demander à la banque d'ouvrir une enquête pour fraude. Nous pouvons solliciter une ordonnance provisoire auprès du tribunal pour protéger les biens. Nous pouvons geler les comptes joints et déposer une demande de garde provisoire pour 1000. Nora leva les yeux. « Faites-le ». Grace l'observa avec attention. « Tu pourrais aussi tout rendre public, dès maintenant. Les gens parlent déjà. Une réaction émotionnelle pourrait rapidement changer la donne. » Nora repensa à la vidéo d'Ethan, à ses yeux rougis, à sa comédie. À Brielle écrivant que tout le monde s'inquiétait pour Miles. Elle repensa à la table de la salle à manger, à la tarte qu'elle n'avait jamais servie, à la bague au fond du bol blanc. Puis, elle secoua la tête. « Je ne vais pas devenir comme lui. » Grace ne sourit pas, mais son regard s'adoucit. « Bien. » Nora prit une profonde inspiration. « Je veux gagner avec des preuves, pas avec des cris. » Walter posa une main sur l'épaule de sa fille. June lui serra l'autre main. Grace posa une pile de documents devant Nora et lui tendit un stylo noir. « Alors, commençons à reprendre ta vie en main. » Nora signa la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Chaque signature était une porte qui se fermait derrière Ethan. Chaque coup de stylo exprimait ce qu'elle n'avait pas pu dire pendant des années. C'était fini. Fini les mensonges. Fini le silence. Fini de payer le prix d'une trahison déguisée en mariage. Ethan continuait de vivre dans la maison de Raleigh comme si la réalité n'était qu'une opinion qu'il pouvait rejeter. 2 jours s'étaient écoulés depuis la réunion avec Grace Holloway et Nora, assise dans le salon de ses parents à Asheville, observait l'écran de son ordinateur avec un calme qui lui paraissait étrange à elle-même. Mill était dans le jardin avec Walter, essayant de lancer une balle de baseball sans qu'elle n'atterrisse dans les buissons. June pliait du linge près de la fenêtre, feignant de ne pas regarder sa fille toutes les quelques secondes. Nora avait appris quelque chose de terrible au cours de ces 48 heures. Un homme qui vit de son image peut supporter la trahison, le mensonge et la honte en privé, mais il ne supporte pas de perdre sa scène. Et Ethan croyait toujours qu'il avait une scène. À 5 heures de l'après-midi, il est apparu en direct sur Instagram. La diffusion a commencé avec son sourire habituel, ce sourire éclatant, calculé, presque digne d'une publicité. Il se trouvait dans le salon de la maison que Nora avait décorée avec patience, assis devant une lampe qu'elle avait achetée dans un magasin de meubles local. Derrière lui, on pouvait voir un plaid plié sur le canapé, comme si tout dans cette maison était encore sous contrôle. « Bienvenue la famille », a dit Ethan en regardant la caméra. « Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important, d'énergie toxique, de ces personnes qui essaient de vous détruire quand elles voient que vous évoluez. » Nora n'a pas réagi. Elle a juste pris une capture d'écran. Grace lui avait dit « Documente tout ».
Ne réponds pas sous l'effet de la colère. Laisse parler les preuves. Ethan a poursuivi. Parfois, les personnes les plus proches de vous ne veulent pas vous voir briller. Elles vous coupent les ailes, elles vous coupent les vivres, elles vous menacent avec l'argent. Mais un vrai homme ne baisse pas les bras. Dans les commentaires, certaines personnes envoyaient des cœurs, d'autres demandaient des nouvelles de Miles. Ethan a pris son air triste, ce masque de père blessé qu'il aimait tant porter. « Mon fils est tout pour moi », a-t-il dit, « et je vais me battre pour lui. » Nora a ressenti une froide nausée, mais elle n'a pas détourné le regard. Puis Brielle est passée derrière lui, à peine visible, avec une tasse de café à la main. Elle portait un peignoir ivoire. Le peignoir de Nora. June a arrêté de plier le linge. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Nora n'a rien dit. Ethan a continué à parler d'indépendance, de discipline et de succès. Mais juste au moment où il levait la main pour faire l'un de ses gestes de motivateur à dessous, l'image s'est figée. Le cercle de chargement est apparu à l'écran. Nora a regardé l'heure. 5h10 à 7. Grace avait coordonné les coupures de service ce jour-là, tout légalement au nom de Nora, Internet, le câble, quelques abonnements. Tout ce qu'Ethan utilisait pour faire croire qu'il était un homme indépendant. La diffusion a repris quelques secondes plus tard, cette fois depuis le téléphone d'Ethan, avec une mauvaise qualité. Son sourire s'était crispé. « Désolé, les gars. Problème technique. Vous savez ce que c'est. » Derrière lui, Brielle a demandé « Qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi ?» Ethan a couvert le micro, mais pas assez. « Je ne sais pas. Nora est sûrement en train de faire une connerie. » Nora a pris une autre capture d'écran. Puis on a entendu un fort bip à l'extérieur, répétitif, lourd. Bip, bip, bip. Ethan a tourné la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? La caméra a bougé brusquement. Il a oublié de couper le direct. L'image a montré le plafond, puis le couloir, puis la porte d'entrée s'ouvrant à la volée. Nora est passée sur l'application de sécurité. La caméra de la sonnette, qui fonctionnait sur batterie, montrait une dépanneuse devant la maison. 2 hommes, en gilet réfléchissant, étaient en train d'attacher la BMW X5 noire d'Ethan. La voiture que Nora avait achetée, la voiture qui était au nom de Nora, la voiture qu'Ethan utilisait pour se rendre à des réunions, à la salle de sport et dans des hôtels où il mentait à sa femme. Ethan est sorti en courant, le téléphone à la main. « Hé, éloignez-vous de ma voiture !» L'un des hommes a regardé un dossier. Ordre de saisie du propriétaire. « C'est moi le propriétaire !» a crié Ethan. L'homme a levé les yeux. La carte grise indique Nora Whittaker. Ethan Oruji. « C'est ma femme. C'est un bien matrimonial. » « Alors parlez-en à un juge, monsieur. Je ne fais que mon travail. » Brielle est apparu à la porte, enveloppé dans le peignoir de Nora, avec le visage pâle de quelqu'un qui comprend enfin que le luxe a un propriétaire. La dépanneuse a commencé à avancer. Ethan a couru quelques pas derrière la BMW, criant des mots que le direct a captés avant de se couper. Son image d'homme fort s'effondrait en direct, sous le ciel gris de Raleigh, tandis que son symbole de réussite préféré s'éloignait au bout de la rue. Le téléphone de Nora a vibré. « Ethan !» Elle n'a pas répondu. Puis, un message est arrivé. « Rends-moi ma voiture. » Un autre. « Il n'y a plus de courant. Qu'est-ce que tu as fait ?» Un autre. « Brielle a peur. Tu te comportes comme une folle. » Nora a respiré lentement. Puis, elle a écrit une seule réponse. « Tu as dit que tu n'avais pas besoin d'une femme pour payer les factures. À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir le prouver. » Elle n'a rien ajouté de plus. 1 heure plus tard, Marianne a appelé, pleurant de rage. « Nora, tu es en train de détruire mon fils. Les hommes font des erreurs. Une bonne épouse n'humilie pas son mari de cette façon. » Nora a tenu le téléphone près de la fenêtre, dehors, Mill riait parce que Walter avait enfin réussi à attraper la balle. Marianne, a-t-elle dit d'une voix sereine, « Une bonne épouse n'est pas obligée de financer le mensonge qui la tue. Ethan est ta famille. » Non, Mill est ma famille, et je suis aussi ma propre famille. Marianne est restée muette. Ce soir-là, alors que Nora pensait pouvoir enfin respirer, Grace a appelé. « Nous avons un problème », a dit l'avocate. « Ethan a déposé une requête d'urgence pour rester dans la maison. Il dit que tu as abandonné le domicile conjugal et qu'il a des droits légaux sur la propriété. » Nora a fermé les yeux. « Cette maison est à mon nom. »
Il a fourni un document. Il dit que tu lui en as transféré 50% il y a des mois. La pièce a semblé s'assombrir. Je n'ai rien signé. Je sais, a répondu Grace, mais nous devons le prouver. La date du document est le 11 mars. Nora a ouvert les yeux. Le 11 mars. Elle s'est levée d'un bond, a pris son ordinateur portable et a ouvert le calendrier. Puis elle a senti un sourire froid traverser son visage. Le 11 mars, j'étais à Denver. Conférence financière. J'ai les billets d'avion, les reçus de l'hôtel, des photos géolocalisées. À l'autre bout du fil, Grace a gardé le silence une seconde. Puis elle a dit « Alors Ethan vient de transformer un divorce en affaire criminelle. » Nora a regardé par la fenêtre. Dans le jardin, Mill courait vers la maison, libre, sans savoir que sa mère venait de trouver la clé de la cage. Ethan pensait qu'il contrôlait encore le jeu. Mais il ne savait même pas que l'échiquier avait déjà changé. La pluie a commencé après minuit. Ce n'était pas une pluie douce, comme dans les films romantiques. C'était une pluie lourde, froide, une pluie de montagne qui frappait le toit de la maison de June et Walter comme si quelqu'un jetait des poignées de gravier depuis le ciel. Le vent agitait les arbres de la cour et les ombres des branches couraient sur les fenêtres comme de longs doigts. Nora était dans la chambre d'amis, assise au bord du lit, regardant Miles dormir. Son fils avait une main posée sur le dinosaure bleu et l'autre fermée en un petit poing, comme si, même endormi, il essayait de s'accrocher à quelque chose de sûr. L'appel de Grace Holloway lui brûlait encore l'esprit. Ethan avait présenté un faux document pour réclamer la moitié de la maison, une maison qu'il n'avait jamais payée, une maison où il avait humilié Nora devant sa maîtresse, une maison qu'il imaginait déjà rénovée pour Brielle. Mais Ethan avait commis une erreur. Le document était daté du 11 mars. Et le 11 mars, Nora était à Denver, à plus de 1500 kilomètres de là, parlant devant une salle pleine de comptables de budgets régionaux et de responsabilités fiscales. L'ironie était si amère que rire faisait presque mal. En bas, la cafetière a fait un bruit sec. Walter ne dormait pas. Depuis l'arrivée de Nora, son père patrouillait dans la maison comme dans ses vieilles années de pompier, vérifiant les portes, les fenêtres, les lumières extérieures. June disait que c'était de l'anxiété. Nora savait que c'était de l'amour. Un coup de tonnerre a secoué les murs. Mill a bougé sous la couverture. « Maman » murmura-t-il sans ouvrir les yeux. Nora s'est penchée et lui a caressé le front. « Je suis là, chérie. Est-ce que papa va venir ?» La question lui a transpercé la poitrine. « Non, dit-elle, avec une fermeté dont elle avait autant besoin que lui. Il n'entrera pas ici. » Mill s'est rendormi, mais Nora est restée éveillée. Puis les chiens de la maison ont commencé à aboyer. D'abord, ce fut un grognement sourd, venant de la cuisine. Ensuite, des aboiements forts, furieux, comme si quelque chose s'était arrêté devant le porche. Nora s'est levée d'un bond. Son cœur s'est mis à battre avec une violence qui résonnait dans ses oreilles. Une voiture s'est arrêtée dehors. Puis, on a entendu une portière claquer. Ensuite, des coups à la porte d'entrée, 3 coups lents. Walter était déjà en mouvement. Nora a entendu ses pas fermes traverser le rez-de-chaussée. « Reste en haut !» cria-t-il. Mais Nora ne pouvait pas rester en haut. Pas après tout ça. Pas pendant que Mills dormait à quelques mètres d'elle. Elle a pris la vieille batte de baseball que Walter gardait derrière la commode et est descendue jusqu'au palier de l'escalier. Walter a entrouvert la porte de seulement quelques centimètres, en gardant la chaîne. « Qui est-ce » Une voix fatiguée a répondu sous la pluie. « Caleb Whittaker. » Nora a cessé de respirer. Le père des temps. Walter n'a pas ouvert tout de suite. « Que voulez-vous » ? « Je ne suis pas venu pour Ethan, » a dit Caleb. Sa voix semblait brisée, trempée d'eau et de honte. « Je suis venu pour Nora et pour le petit. » Nora a descendu les dernières marches. « Laisse-le entrer, papa. » Walter a retiré la chaîne lentement. Caleb est entré avec un manteau sombre collé au corps, les cheveux gris aplatis par la pluie et une grande enveloppe Kraft serrée contre sa poitrine. Il paraissait plus vieux que la semaine précédente. Plus petit, comme si la tempête ne l'avait pas seulement mouillé, mais aussi vidé. June est apparue dans la cuisine, nouant sa robe de chambre. « Caleb ?» Il ne l'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur Nora. « Je suis désolé, dit-il.
Nora tenait la batte contre sa jambe. « C'est Ethan qui t'envoie ?» Caleb a secoué la tête. « Si Ethan savait que je suis ici, il me détesterait. Si Marianne le savait, elle dirait que je trahis mon propre sang. » Il a tendu l'enveloppe. « Mais je l'ai déjà trahi avant, Nora. Je l'ai trahi chaque fois que je suis resté silencieux. » Nora n'a pas pris l'enveloppe tout de suite. « Qu'est-ce que c'est ? Des preuves ?» Le mot est resté suspendu en l'air. Walter a fermé la porte et a mis le verrou. June a guidé tout le monde vers la cuisine. La lumière jaune au-dessus de la table donnait au visage de Caleb l'aspect d'une pierre fatiguée. Il s'est assis avec difficulté, comme si ses genoux ne lui faisaient plus confiance. Nora a posé la batte contre le mur, mais pas trop loin. Caleb a posé l'enveloppe sur la table. Ethan n'a pas commencé avec toi. Nora a senti sa gorge se nouer. Caleb a ouvert l'enveloppe et a sorti des copies de relevés bancaires, de vieilles lettres, des rapports de solvabilité, des reçus de paiement en retard. Quand il avait 22 ans, il a volé mes cartes. Il a dit que c'était pour payer des cours d'immobilier, c'était un mensonge, c'était pour des paris sportifs. Ensuite, il a falsifié ma signature pour un petit prêt, puis un autre. Marianne a dit que si nous le dénoncions, nous ruinerions sa vie. Walter a serré la mâchoire. « Alors vous l'avez laissé ruiner celle de quelqu'un d'autre. » Caleb a baissé la tête. « Oui, l'honnêteté était si brutale que personne n'a répondu. » Caleb a sorti un autre document. Il y a aussi des notes de thérapie. Elles ne sont pas récentes, mais elles montrent un schéma. Manipulation, manque d'empathie, mensonge compulsif. Le thérapeute a dit qu'Ethan voyait les gens comme des ressources, pas comme des personnes. Nora a regardé les pages, mais les lettres se sont brouillées pendant un instant, non pas parce qu'elle ne pouvait pas les lire, mais parce qu'elle lisait son mariage en termes cliniques. Ressource, c'était ce qu'elle avait été. Une ressource pour payer les factures, une ressource pour redorer l'image d'Ethan, une ressource pour élever Miles pendant qu'il jouait à l'homme important. « Pourquoi maintenant ?» a demandé Nora. « Pourquoi pas avant ?» Caleb a fermé les yeux. Quand il a parlé, sa voix a tremblé. « Parce que j'ai été lâche, parce que j'ai été soulagée quand il t'a épousée. J'ai pensé qu'une femme forte pourrait le réparer. Mais nous ne te l'avons pas confié pour que tu le répares. Nous te l'avons confié pour pouvoir nous reposer. » June a mis une main sur sa bouche. Nora a ressenti de la colère, mais aussi quelque chose de plus triste. Caleb n'inventait pas d'excuses. Il s'accusait lui-même. « Ethan m'a appelé hier, a-t-il continué. Il a demandé de l'argent pour des avocats. Il a dit que s'il obtenait la garde de Mill, tu devrais payer une pension alimentaire. Il a dit que le petit était son meilleur investissement. » Nora est restée immobile. La pluie frappait la fenêtre. Quelque part dans la maison, Mills a soupiré dans son sommeil. Caleb a levé les yeux, et pour la première fois, son regard ne semblait pas fatigué, mais déterminé. « C'est mon petit-fils. Je ne permettrai pas à Ethan d'en faire un outil, j'ai déjà trop laissé faire. » Nora a respiré lentement. « Tu vas témoigner ?» Caleb a regardé l'enveloppe, puis il a regardé vers le couloir, où la faible lumière de la chambre de Mill tombait comme une ligne sur le sol. « Oui, dit-il, même si Marianne ne me le pardonne pas, même si Ethan me déteste, je ne veux plus être l'homme qui connaît la vérité et qui reste assis. » Nora a finalement pris l'enveloppe. Ce n'était pas seulement du papier, c'était le son d'une génération brisant son silence. Et dans cette cuisine au petit matin, alors que la tempête frappait les fenêtres, Nora a compris que la justice n'arrive pas toujours comme la foudre. Parfois, elle arrive trempée, honteuse, les mains tremblantes et avec une enveloppe pleine de vieille culpabilité. Mais elle arrive. Le matin de l'audience, Asheville s'éveilla sous un ciel bas et gris, comme si les montagnes retenaient, elles aussi, leur souffle. Nora s'habilla devant le miroir de la chambre d'amis. Elle choisit un tailleur bleu foncé, un chemisier blanc sans fioritures et des chaussures noires qui faisaient à peine de bruit lorsqu'elle marchait. Elle ne voulait pas paraître fragile. Elle ne voulait pas non plus avoir l'air vindicatif. Elle voulait ressembler à ce qu'elle était, une femme qui avait cessé de supplier et qui avait commencé à dire la vérité. June entra sans frapper. Elle apportait une tasse de café et un regard plein d'amour inquiet. « Tu as pu dormir un peu ?» Nora secoua la tête. « Juste ce qu'il fallait. »
June posa la tasse sur la commode. « Ton père fait chauffer la voiture. Mill mange ses céréales et dit qu'il va garder la maison jusqu'à ton retour. » Nora sourit tristement. « Il est trop petit pour sentir qu'il doit veiller sur quoi que ce soit. C'est pour ça que tu fais tout ça, » dit June. Nora regarda son reflet. Elle vit des cernes. Oui, elle vit de la fatigue. Mais elle vit aussi une nouvelle fermeté dans sa mâchoire, une lumière différente dans ses yeux. Pendant des années, Ethan lui avait appris à douter de sa propre mémoire. Ce matin-là, elle portait un dossier plein de preuves pour défendre quelque chose de plus grand qu'une maison. Elle défendait sa réalité. Le tribunal du comté se trouvait dans un bâtiment en briques rougeâtres avec des drapeaux flottant faiblement devant l'entrée. À l'intérieur, l'air sentait le vieux café, le papier, la cire à parquet et l'anxiété. Chaque pas résonnait dans le couloir comme si quelqu'un frappait sur du bois creux. Grace Holloway attendait près de la salle. Elle était vêtue de noir, un dossier sous le bras et l'expression tranquille de quelqu'un qui avait déjà organisé une tempête. « Prête ?» demanda-t-elle. Nodding Speed. « Non. Mais je vais y aller quand même. » Grace acquiesce. En général, ça suffit. Quand les portes de la salle s'ouvrirent, Nora vit Ethan. Il était assis avec son avocat, portant un costume gris trop ajusté et une cravate bleue. Il s'était rasé, il s'était coiffé. Il avait remis le masque de l'homme raisonnable, du mari incompris, du père à qui l'on arrachait tout. Des la claquait la rein. La guerre lui se trouvait brielle, avec des lunettes sombres sur la tête et un manteau élégant. Elle ne regardait pas Nora. Elle regardait son téléphone, comme si elle pouvait encore contrôler le monde depuis un écran. Ethan leva les yeux et sourit à peine. Ce sourire était un vieux couteau. Quand Nora passa près de lui, il murmura « Tu peux encore arranger ça », pensa Miles. Nora ne s'arrêta pas. « C'est précisément pour Miles que je suis ici. » L'audience commença avec la voix de la juge Marlène Price, une femme aux cheveux argentés et au regard perçant. Elle ne semblait pas s'intéresser au drame, seulement aux faits. L'avocat d'Ethan se leva le premier. « Votre honneur, mon client demande la résidence temporaire dans le domicile conjugal et un accès immédiat à son fils. Madame Whittaker a abandonné le domicile, a coupé les services essentiels et a utilisé son contrôle financier pour punir émotionnellement mon client. » Ethan baissa la tête pile au bon moment, comme si la douleur pesait sur ses épaules. « De plus, continua l'avocat, nous présentons un document de transfert qui prouve que Madame Whittaker a volontairement cédé 50% de la propriété à mon client. » La juge prit le papier. Elle l'observa en silence. Nora sentit un nœud dans son estomac, mais Grace lui toucha doucement le poignet, un signal muet. « Maintenant, Grace Sullivan, votre honneur, nous contestons formellement l'authenticité de ce document. En fait, nous soutenons qu'il s'agit d'un faux. » Ethan laissa échapper un petit rire. « C'est ridicule, dit-il. » La juge leva les yeux. Monsieur Whittaker n'interrompait plus. Grace s'avança vers la barre avec un dossier. Le document est daté du 11 mars et aurait été signé et notarié à Raleigh, en Caroline du Nord. Cependant, ce jour-là, Madame Whittaker se trouvait à Denver, dans le Colorado, où elle assistait à une conférence financière. La salle resta figée. Grace posa les documents un par un. « Nous avons des billets d'avion, le registre de l'hôtel, des reçus de cartes bancaires, des photographies géolocalisées, et même un enregistrement de la conférence où Madame Whittaker apparaît en train de parler devant plus de 200 personnes à l'heure, même où elle était censée signer ce document à Raleigh. » La juge regarda Ethan. « Monsieur Whittaker, pouvez-vous expliquer comment votre femme a signé un document en Caroline du Nord alors qu'elle se trouvait physiquement dans le Colorado ?» Le visage d'Ethan changea, pas beaucoup au début, juste un clignement de paupières trop rapide, puis la peau sous ses yeux blêmit. « Je peux être que la date est fausse. » Grace répondit du tac au tac. « La date figure également sur le sceau du notaire. » Brielle leva enfin les yeux. La juge plissa les yeux. « Êtes-vous en train de dire que le notaire a commis la même erreur ?» Ethan regarda son avocat. L'avocat ne lui rendit pas son regard. Grace ouvrit un autre dossier. « Nous présentons également la preuve d'un prêt commercial obtenu avec une signature numérique non autorisée de Madame Whittaker, des virements vers l'entreprise Carson Interior Consulting et des messages dans lesquels M. Whittaker parle de son fils comme d'un outil
pour obtenir un soutien financier. Nora n'entendait plus sa propre voix dans sa tête. Elle vit seulement la main d'Ethan se serrer en poing sur la table. Grace poursuivit. Enfin, nous avons une déclaration sous serment de Caleb Whittaker, le père du défendeur, qui confirme de précédents antécédents de falsification, de vol financier et de manipulation familiale. Ethan se retourna violemment. « Mon père ?» Pour la première fois, son masque se brisa complètement. « Il ne peut pas me faire ça. » La juge frappa doucement avec son maillet. « Monsieur Whittaker, je vous conseille de garder le silence. » Ethan ne ressemblait plus à un homme trahi. Il ressemblait à un homme démasqué. La juge examina les preuves pendant plusieurs minutes. Le silence était si profond que Nora pouvait entendre sa propre respiration. Elle pensa à Mill mangeant ses céréales. Elle pensa à la chambre bleue que Brielle avait réaménagée en chambre d'amis. Elle pensa à la bague dans la coupelle blanche. Quand la juge prit la parole, sa voix était glaciale. Sur la base des preuves présentées, j'accorde à Madame Whittaker la résidence exclusive du domicile. Monsieur Whittaker devra quitter les lieux sous 24 heures. Les comptes joints resteront gelés. La garde temporaire de l'enfant mineur est confiée à la mère. De plus, ce tribunal transmettra le document en question au bureau du procureur pour une enquête pénale. Ethan se leva. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est ma maison. » La juge le regarda sans ciller. « Non, monsieur Whittaker, pour l'instant, ce que je vois, c'est une maison dont vous avez essayé de vous emparer avec un faux document. » Brielle sortit avant la fin de l'audience. Nora ne sourit pas. La victoire n'avait pas le goût de la joie. Elle donnait plutôt l'impression de l'air pénétrant à nouveau dans une pièce close. En sortant, Ethan murmura avec désespoir. « Nora, Ethan priait. » Elle le regarda une seule fois. « Garde tes supplications pour quelqu'un qui croit encore à tes mensonges. » Et te le continua de marquer. Nora ne publia rien cette nuit-là. Elle n'écrivit pas de longues confessions sur Facebook. Elle n'enregistra pas de vidéos en pleurant face à la caméra. Elle n'utilisa pas de mots comme trahison, maîtresse ou monstre, même si tous lui brûlaient les lèvres. Elle s'assit à la table de la cuisine de ses parents, une tasse de thé entre les mains, et attendit que Grace Holloway finisse de lire l'article préparé par le journal local. Ce même journal qui, 2 jours plus tôt, avait partagé l'histoire d'Ethan, comme s'il s'agissait d'une tragédie familiale. Un père de la région dénonce la disparition de son fils après un conflit conjugal. Tel avait été le premier gros titre. La photo d'Ethan serrant dans ses bras le dinosaure de Mile avait fait le tour de la ville. Des femmes qui ne connaissaient pas Nora la traitaient de cruelle. Des hommes qui n'avaient jamais changé une couche écrivaient qu'une mère ne devait pas séparer un enfant de son père. Des voisins qui, avant, la saluaient avec le sourire, regardaient maintenant ailleurs. Le mensonge avait couru plus vite que la vérité. Mais la vérité, Nora la prenait, n'avait pas besoin de courir. Elle avait juste besoin d'arriver entière. Grace posa la feuille sur la table. « C'est bien rédigé. Ça ne mentionne pas de détails privés sur Miles. Ça n'inclut que des documents officiels du tribunal et des transactions vérifiées. Pas d'insultes, pas d'opinions inutiles. » Dario, Walter, assis près de la fenêtre, croisa les bras. « Ça fera plus de dégâts que n'importe quelle insulte. » Grace acquiesça. Exactement. Les gens débattent avec leurs émotions, mais les documents ont une voix qu'il est difficile de faire taire. Nora regarda le nouveau gros titre sur l'écran. L'histoire virale du père, désespéré, s'effondre après des accusations de fraude, d'infidélité et de falsification de documents. Elle ressentit un frisson. Ce n'était pas du plaisir, pas exactement. C'était quelque chose de plus lourd, comme voir s'ouvrir une porte restée fermée pendant des années. « Tu es sûre ?» demanda doucement June. Nora repensa à la table de la salle à manger, à Ethan servant du vin à Brielle tout en la comparant à elle, au peignoir ivoire de Brielle traversant son salon, à Mill demandant s'il avait fait quelque chose de mal, à la fausse signature sur les papiers de la maison. « Oui, dit-elle. Je ne vais pas les poursuivre, je vais seulement arrêter de les protéger. » L'article parut le lendemain matin. Au début, il y eut un silence. Puis le monde numérique fit ce qu'il faisait toujours. Il tourna la tête vers sa nouvelle proie. Les commentaires sous la vidéo d'Ethan changèrent en l'espace de quelques heures. « Tu as falsifié des documents ? Tu as utilisé l'argent de ta femme pour financer ton ex ?
Rends la maison à Nora. Ce n'était pas un père désespéré, c'était un escroc. Ethan supprima la vidéo. Mais il était déjà trop tard. Quelqu'un l'avait sauvegardé. Quelqu'un l'avait comparé à l'article. Quelqu'un avait fait des captures d'écran des commentaires de Brielle disant que Nora était instable. La compassion publique se transforma en tribunal public. Nora observait tout cela depuis le porche de la maison de ses parents, enveloppée dans un gros pull, pendant que Mill jouait dans le jardin avec Walter. La lumière du matin tombait sur les feuilles mouillées, l'air sentait la terre propre. Il semblait impossible qu'une vie puisse s'effondrer sur Internet pendant que les oiseaux continuaient à picorer des graines comme si de rien n'était. C'est alors qu'arriva le premier message de Brielle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Nora ne répondit pas. Un autre arriva. « Mes clients m'appellent. Ils disent avoir vu l'article. Tu es en train de ruiner mes affaires. » Nora regarda l'écran, immobile. Un autre message. « Ethan m'avait dit que tu étais d'accord pour l'aider. » Je ne savais pas tout. Nora sentit un rire amer lui monter dans la poitrine, mais il ne sortit pas. Brielle avait mangé à sa table. Elle avait porté son peignoir, elle avait redécoré sa maison, comme si Nora n'était déjà plus qu'une ombre effacée du tableau. Finalement, Nora écrivit « Je n'ai pas ruiné tes affaires, j'ai juste arrêté de payer pour le mensonge qui les maintenait à flot. » Puis elle bloqua le numéro. Les conséquences s'enchaînèrent avec une précision presque cérémoniale. D'abord, une entreprise de meubles de Charlotte annula sa collaboration avec Brielle. Ensuite, 2 clientes publièrent qu'elles ne voulaient pas engager une décoratrice mêlée à une fraude et à la destruction d'un mariage. Puis, le showroom où Brielle exposait ses échantillons retira son nom de son site web. La marque de Brielle, bâtie sur des couleurs douces, des citations inspirantes et des photos à la lumière parfaite, fut entachée par une vérité qu'aucun filtre ne pouvait effacer. Ethan chuta d'une autre manière. L'agence immobilière où il exerçait publia un bref communiqué. Leur relation professionnelle avec Ethan Whittaker prenait fin pendant le déroulement de l'enquête. Plusieurs clients demandèrent à réviser leurs anciens contrats. Un homme qui avait acheté une maison avec Ethan laissa un commentaire brutal. « S'il a falsifié des papiers dans son propre mariage, qu'a-t-il fait avec nos documents ?» Marianne appela Nora cet après-midi-là. Cette fois, elle ne criait pas. Sa voix était tremblante, mais toujours pleine d'un orgueil blessé. « Tu étais obligée de rendre ça public ?» Nora ferma la porte de la cuisine pour que Mill n'entende pas. « C'est lui qui l'a rendu public en premier, c'est mon fils, et Mill est le mien. Ethan va tout perdre. » Nora regarda vers le jardin. Mill riait parce que Walter faisait semblant de ne pas savoir attraper un ballon. « Non, Marianne. » Ethan découvre juste le prix de ses choix. L'appel se termina sans un « au revoir ». Ce soir-là, Nora retourna à Raleigh avec Walter et un serrurier. L'ordonnance du tribunal l'autorisait à entrer. Ethan avait déjà emporté presque toutes ses affaires. Il restait des bouteilles vides, des vêtements qui traînaient, un verre brisé près du canapé et l'odeur lourde d'une vie qui n'avait jamais respecté ce foyer. Dans le salon flottait encore le parfum de Brielle. Nora ouvrit les fenêtres une par une. L'air froid s'engouffra avec force. Il fit bouger les rideaux. Il nettoya le silence. La maison craqua comme si elle se réveillait d'un rêve sale. Walter resta sur le pas de la porte, sans l'interrompre. Nora marcha jusqu'à la salle à manger. La table était toujours là. La même table où Ethan l'avait humilié. Le même bois sous lequel Mills avait bougé ses petits pieds, confus face à une cruauté qu'aucun enfant ne devrait voir. Nora posa la main sur la surface. Elle ne gagna pas avec des cris. Elle ne gagna pas avec une vengeance mesquine. Elle gagna en laissant la vérité occuper la place que les mensonges avaient volée. Elle regarda la maison vide et parla à voix basse. Dehors. Elle ne le dit pas seulement à Ethan. Elle le dit à Brielle, à Marianne, à la peur, à la honte, à toutes ces années où elle avait confondu patience et amour. Puis elle respira. Pour la première fois, la maison lui appartenait de nouveau. Le tribunal avait infligé à Ethan une défaite publique, mais Nora savait que les hommes de sa trempe ne voyaient pas l'échec comme une leçon, ils le prenaient comme un affront. Pendant une semaine, la maison de Raleigh baigna dans un calme étrange.
Nora changea les serrures, vida les placards, jeta les verres que Brielle avait utilisés et emballa dans des cartons tout ce qui portait encore l'odeur des temps. Peu à peu, Mills recommença à faire ses nuits sans se réveiller en sursaut. June disait que les enfants guérissent lorsque l'atmosphère de la maison n'est plus imprégnée de peur. Mais la peur n'avait pas disparu. Elle attendait simplement de prendre une autre forme. Un après-midi, Grace Holloway appela, la voix grave. L'avocat d'Ethan a demandé des visites supervisées. Nora ferma les yeux. Après tout ce qu'il a fait, le système tente de préserver la relation père-fils dans la mesure du possible. La juge a autorisé une première rencontre dans un centre familial. Il y aura des caméras, une personne pour superviser des règles strictes. Nora regarda Mills dans le jardin. Agenouillé près de Walter, il plantait des bulbes de tulipes en une ligne de travers. Il avait de la terre sur les joues et une moue de douce concentration. « Il ne veut pas le voir, dit Nora. Il veut s'en servir. » « Je sais, répondit Grace. C'est pour cela que nous allons tout documenter. » Le centre familial se trouvait dans un bâtiment bas en briques beige, près d'une avenue bruyante. À l'intérieur, ça sentait le désinfectant, les vieux crayons et le café réchauffé. Des dessins d'enfants encadrés ornaient les murs, comme si l'on pouvait placarder la joie même en son absence. Nora dut rester derrière une vitre sans teint. À ses côtés se trouvait la superviseuse, Madame Langford, une femme aux cheveux gris, à l'expression ferme et un carnet à la main. Mills entra le premier. Il portait un sweatshirt bleu et serrait son dinosaure contre lui. Il s'assit à une petite table et fixa la porte, les épaules tendues. Ethan arriva avec 10 minutes de retard. Rasé de près, il portait une chemise blanche et un énorme sac à dos. On aurait dit un homme ayant étudié la façon dont un bon père est censé faire son entrée dans une pièce. Son sourire était exagéré. « Salut, mon grand !» dit-il d'une voix douce. « Tu as manqué à papa. » Mills ne courut pas vers lui. « Bonjour, murmura-t-il. Ethan posa le sac sur la table. « Je t'ai apporté un camion, un modèle cher, parce que papa pense toujours à toi. » Mills toucha la boîte, mais ne l'ouvrit pas. « Merci. » Pendant quelques minutes, Ethan joua la comédie. Il posa des questions sur l'école, les dessins, les jeux. Nora observait sans respirer, cherchant la faille, et elle apparut très vite. « Est-ce que maman te dit des choses méchantes sur moi ?» demanda Ethan en se penchant vers l'enfant. Madame Langford appuya sur le bouton du microphone. « Monsieur Whittaker, vous n'êtes pas autorisé à aborder le conflit juridique ni à poser de questions concernant la mère. » Hissant leva les mains. Je ne fais que parler à mon fils. Puis il se tourna de nouveau vers Miles avec un sourire crispé. D'accord. Parlons d'autre chose. Tu veux vivre à la maison avec papa quand tout sera arrangé ? Mills baissa les yeux. Je veux vivre avec maman. La mâchoire d'Ethan se crispa. C'est parce qu'elle te monte la tête. Nora sentit le sang lui monter au visage. La superviseuse l'avertit de nouveau, cette fois d'un ton plus sévère. Ethan prit une inspiration, feignit le calme et sortit de sa poche un petit sachet de bonbons. « Tiens, c'est notre secret. » Mills regarda le paquet. « Il y a des cacahuètes dedans ?» Ethan haussa les épaules. « Un petit peu. Ne fais pas d'histoire. Nora se leva d'un bond. » Mills était allergique aux arachides, une allergie non mortelle mais suffisante pour provoquer des plaques d'urticaire, des vomissements et une visite en urgence chez le médecin. Ethan le savait pertinemment. Il était présent à l'hôpital lorsque Miles avait 3 ans. « Je ne peux pas manger ça », dit Miles en reculant. Ethan poussa le bonbon vers lui. « Un homme ne vit pas dans la peur. Ta mère te rend faible. » Madame Langford entra immédiatement dans la pièce. La visite est terminée. Ethan se leva, rouge de colère. « Pour un bonbon, c'est ridicule. » Mills se mit à pleurer. Nora entra et le prit dans ses bras. Ethan la regarda avec haine. « Tu gâches tout. » Nora serra son fils contre sa poitrine. « Non, je le protège. » Le rapport de Madame Langford suffit pour suspendre les nouvelles visites. Nora pensa qu'enfin, Ethan comprendrait que le système l'avait à l'œil. Mais Ethan ne voulait pas être surveillé. Il voulait gagner. 3 jours plus tard, il se présenta à l'école de Mills. C'était un après-midi froid. Nora était en réunion de travail quand le téléphone sonna.
c'était la directrice. « Madame Whittaker, Ethan est ici. Il dit que vous l'avez autorisé à venir chercher Miles. » Nora se leva si vite que sa chaise heurta le mur. « Je ne l'ai pas autorisé. Il y a une ordonnance du juge. Appelez la police. » Tout de suite, quand Nora arriva, 2 voitures de patrouille étaient garées devant l'école. Quelques parents regardaient depuis leur voiture. Ethan se tenait près de l'entrée, en train de se disputer avec un agent. « C'est mon fils » criait-il. « J'en ai le droit. » La directrice tenait Mills derrière la porte vitrée. L'enfant pleurait, mais il était en sécurité. Un policier demanda à Ethan de se calmer. Ethan repoussa son bras. « C'è fout la fine ». Ils le menottèrent sur le parking, devant les mêmes personnes à qui il avait raconté qu'il était un père désespéré. Son visage n'avait plus aucun charme, seulement une rage brute. Pendant qu'il le faisait monter dans la voiture de police, il vit Nora. « C'est de ta faute » cracha-t-il. « Tu m'as tout pris ?» Nora serra Mills dans ses bras, sentant son petit corps trembler. « Non » dit-elle d'une voix claire, « tu as tout parié et tu as perdu. » La voiture de police s'éloigna, gyrophare allumé. Mills cacha son visage contre elle. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» Nora s'agenouilla sur le trottoir, face à son fils, sans se soucier des regards. « Non, mon amour, rien de tout cela n'est de ta faute. Les adultes sont responsables de leurs décisions, et mon travail, c'est de te garder en sécurité. » Mills la serra fort dans ses bras. Dans ce parking gris, entouré de regards, de sirènes et de feuilles mortes balayées par le vent, Nora comprit une chose définitive. La justice ne consistait pas seulement à récupérer une maison ou à laver son honneur. La justice, c'était de briser le cycle avant qu'il n'atteigne son fils. 3 mois après l'incident à l'école, Nora retourna au tribunal pour la dernière fois. Ce matin-là, il ne pleuvait pas. Le ciel au-dessus d'Asheville était dégagé, presque trop bleu pour un jour, qui allait clore l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Nora se gara devant le bâtiment en briques avec Grace Holloway à ses côtés. Mills n'était pas sur la banquette arrière. Il était resté avec June et Walter pour préparer des pancakes aux pépites de chocolat, car Nora ne voulait pas que son fils garde le souvenir d'un autre couloir de tribunal, d'une autre porte lourde, d'une autre conversation au sujet d'un père qui avait choisi de détruire plutôt que d'aimer. Grace regarda Nora avant de descendre de la voiture. La partie juridique la plus difficile se termine aujourd'hui. Nora prit une profonde inspiration. Et c'est là que commence celle où l'on apprend à vivre sans avoir peur. À l'intérieur de la salle d'audience, Ethan était déjà assis. Il ne portait pas de costume. Il était vêtu de l'uniforme orange du comté. Il avait le visage amaigri, les cheveux plus longs et le regard creux. Sans sa voiture, ses vêtements hors de prix, son téléphone toujours allumé et son sourire étudié, il paraissait plus petit, pas plus humble, seulement plus vide. Quand il vit Nora, il tenta de soutenir son regard. Elle ne détourna pas les yeux, mais ne lui accorda aucune émotion non plus. Ni haine, ni pitié, ni nostalgie. C'est ce qui sembla le blesser le plus. La juge Price entra. Tout le monde se leva. Le verdict fut sans appel. Ethan fut déclaré coupable de falsification de documents, de fraude financière, de violation d'une ordonnance de protection et de tentative de retrait de Mills de l'école sans autorisation. Il perdit sa licence d'agent immobilier. Il fut condamné à rembourser les fonds volés et écopas d'une peine combinant prison du comté, liberté conditionnelle stricte, thérapie obligatoire et interdiction permanente de tout contact direct avec Nora. Ses droits de visite pour Miles furent suspendus pour une durée indéterminée, conditionnée uniquement par une future évaluation psychologique indépendante et des années de respect absolu de la loi. La juge s'exprima d'un ton glacial qui se passait de cris. « Monsieur Whittaker, vous n'avez pas perdu votre famille à cause d'une erreur. Vous l'avez perdue à cause d'un comportement répétitif. Vous avez utilisé la confiance comme un outil, l'argent comme une arme et votre fils comme un moyen de pression. Ce tribunal ne récompensera pas une telle attitude. » Ethan baissa la tête. Pour la première fois, il resta sans voix. Brielle n'était pas présente dans la salle. Son propre procès au civil suivait son cours de son côté. Son agence avait fermé. Plusieurs clientes l'avaient poursuivi en justice pour des acomptes non remboursés. Pour payer ses dettes,
Elle avait vendu des meubles, des échantillons, des lampes importées et même le bureau blanc depuis lequel elle enregistrait des vidéos sur l'élégance et le pouvoir féminin. Des mois plus tard, Nora apprit que Brielle travaillait à la réception d'un showroom en Caroline du Sud. Ce n'était pas une tragédie, c'était une conséquence. Marianne n'était pas là non plus. Elle avait écrit une lettre à Nora, pleine d'excuses au début, puis remplie de phrases plus courtes, plus douloureuses. Elle disait qu'elle avait confondu l'amour maternel avec la complicité. Nora ne répondit pas tout de suite. Avec le temps, elle permit à Marianne d'envoyer des cartes à Mills, mais elle fixa une règle stricte par écrit. Aucun message concernant Ethan, aucune tentative de culpabilisation, aucun mensonge déguisé au nom de la famille. Caleb, en revanche, était bien là. Assis au fond, les mains entrelacées et les yeux rouges. À la fin de l'audience, il s'approcha de Nora. « Je suis désolé, dit-il une fois de plus. Nora le regarda avec lassitude, mais sans cruauté. Alors continue de faire ce qui est juste. Il acquiesce. Et il le fit. Au cours des mois suivants, Caleb ne demanda pas pardon avec de grands discours. Il le demanda en se présentant au match de baseball de Miles. Il le demanda en réparant une clôture cassée. Il le demanda en respectant les limites imposées par Nora sans jamais se plaindre. Petit à petit, il devint un grand-père rassurant, non pas parce que les liens du sang l'exigeaient, mais parce que ses actes commencèrent à lui valoir sa place. Nora retourna chez elle et métamorphosa la maison. Elle peignit le salon en vert sauge, elle changea les rideaux, elle transforma l'ancien bureau d'état en une petite bibliothèque et un coin dessin pour Miles. Elle se débarrassa de la table de la salle à manger où elle avait été humiliée et en acheta une ronde, en bois clair, où personne n'occuperait le bout de la table comme un trône. Elle commença aussi une thérapie. Au début, parler lui était difficile. Elle avait l'habitude d'expliquer ses blessures comme si elle devait s'en justifier. Son thérapeute lui dit un après-midi « Vous n'avez pas survécu parce que vous étiez faible. Vous avez survécu parce que vous étiez forte, même lorsque quelqu'un a retourné cette force contre vous. » Cette phrase resta gravée en elle. Nora apprit à manger de la tarte aux pommes sans entendre la voix d'Ethan. Elle apprit à courir le matin non pas pour amincir son corps, mais pour l'habiter. Elle apprit que la paix semble étrange au début parce que quiconque a vécu trop longtemps dans la tempête se méfie d'un ciel sans nuages. Mill guérit lui aussi. En thérapie pour enfants, il apprit à dire « J'ai eu peur, je suis en colère, ce n'était pas de ma faute ». Walter lui enseigna le baseball dans le jardin. Quand Miles ratait un coup, Walter souriait simplement et disait « Essaie encore, champion. Ici, personne ne te criera dessus parce que tu apprends. » 3 ans plus tard, à Thanksgiving, la maison de Nora était baignée de lumière. June préparait la sauce au jus de viande, Walter découpait la dinde. Caleb arriva avec une tarte à la citrouille un peu brûlée sur les bords. Mill, plus grand et plus sûr de lui, posa sur la table une carte faite à la main. Dessus, il avait écrit « La maison est un endroit sûr ». Nora lut ces mots et sentit que quelque chose en elle s'apaisait enfin. Plus tard, en lavant un verre au-dessus de l'évier, elle regarda par la fenêtre. La nuit était calme. Il n'y avait pas de pas furieux dans le couloir. Il n'y avait pas de rire cruel venant de la salle à manger. Il n'y avait pas de femme inconnue assise à sa table en train de juger sa valeur. Il n'y avait qu'une vraie maison, imparfaite, chaleureuse, la sienne. Nora repensa à cette nuit où elle avait laissé son alliance dans un bol blanc et était sortie par la porte arrière avec Mills endormi dans ses bras. À l'époque, elle croyait qu'elle disparaissait. Maintenant, elle comprenait la vérité. Elle n'avait pas disparu. Elle s'était trouvée. Et dans un monde qui demande si souvent aux femmes de sauver l'image de la famille en sacrifiant leur propre âme, Nora choisit d'enseigner une autre leçon. Un foyer ne repose pas sur le silence. Il repose sur le respect, la sécurité et la vérité.